une infection. Ce point s'appelle le produit de formation hétérogène. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand on parle de chats, de chiens et d'humains, nous allons parler comment mesure-t-on la saturation d'urine. Dans la plupart des cas, le produit de solubilité se voit attribuer une valeur de 1. Toute valeur inférieure à 1, c'est une solution sous-saturée. Vous utilisez ça tous les jours, en fait, mais simplement vous ne le savez pas. Par exemple, si vous dissolvez de l'astruvite avec des aliments spéciaux, vous induisez un état de sous-saturation, vous ramenez le niveau de saturation à un niveau de saturation inférieur à 1 et les cristaux vont se redissoudre pour être en solution, dans la plupart des cas l'urine étant sous saturation. Pour le struvite chez le chien et différents minéraux, pour qu'il y ait formation de calcul, les activités doivent être au-dessus du produit de formation homogène, tout à fait à droite de la diapo. Pour l'oxalate de calcium, les chats et les chiens ressemblent beaucoup aux humains. En général, l'urine des humains sont sursaturées d'oxalate de calcium. Et ce chiffre est donc supérieur à 1. Puis, ça dépend d'autres facteurs de risque. Donc, comment est-ce qu'on évalue la saturation d'urine et comment peut-on la modifier pour faire baisser les risques de formation de calcul? Rappelez-vous, la sursaturation est un élément essentiel pour la formation du calcul. Mais ce n'est pas le seul élément moteur de la formation de calcul. Il y a un grand chevauchement entre les patients qui font des calculs et ceux qui n'en font pas, qu'ils soient chats, chiens ou humains. Donc, comment est-ce qu'on évalue la saturation urinaire? Bien que vous ayez lu dans la littérature des articles décrivant deux techniques dont nous avons parlé, il y a bien des façons d'évaluer le degré de saturation urinaire. Et on devrait... vous verrez ça. Là, on est revenu à peu près au diapo que vous avez. Donc, il y a plein de manières d'évaluer la saturation urinaire. En général, tout ça c'est fait par des logiciels. Et il y a en fait plusieurs logiciels qui peuvent être utilisés pour ordonner ou générer ces données. Ce qui est le plus souvent utilisé en médecine humaine et vétérinaire, c'est le Equil. Ça, c'est le logiciel que la plupart des gens utilisent. D'autres utilisent Superstat et en médecine humaine, il y en a plein bien d'autres. Moi, je voudrais parler de nos deux techniques pour estimer la saturation urinaire. La première, c'est la sursaturation relative ou RSS. La RSS est déterminée en recueillant des urines, en mesurant des tas de composés et en déterminant les activités du calcium et de l'oxalate pour estimer le produit d'activité de l'oxalate de calcium, le minéral qui pourrait former un calcul. C'est ensuite mis en relation avec le produit de solubilité. Rappelez-vous, le produit de solubilité, c'est le point de saturation d'une solution. Tout ce qui est inférieur à ce chiffre-là, l'urine sera sous-saturée. Tout ce qui est au-dessus, elle sera sursaturée. Donc, la RSS est une détermination du produit d'activité pour l'oxalate de calcium par rapport au produit de solubilité. Ce produit de solubilité est déterminé non pas dans l'urine, mais dans une solution simple. La technique consiste à recueillir des urines de 24 heures ou de 48 heures en général, puis
on mesure plein de choses. Le phosphore, plein d'ions, le calcium, le magnésium, etc. On les rentre dans l'ordinateur qui va nous donner la formation, le produit de solubilité et le produit de formation. Et il va nous donner enfin la RSS. Dans ce système, comme bien d'autres, une RSS égale à 1 est le produit de solubilité, c'est-à-dire que le point de saturation. Les chiffres inférieurs sont une sous-saturation où on aura dissolution des calculs et les nouveaux calculs ne pourront pas s'y former. Les calculs se dissolveront et les calculs ne se formeront pas. Une RSS supérieure à 1 indique une sursaturation urinaire. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est assez simple à faire, bien que c'est bien difficile d'obtenir un échantillon sous 24 heures d'urine chez un chat. Mais ça donne une bonne évaluation de la saturation d'urine. Et il faut faire attention au volume urinaire, ça joue un rôle, ça. Les inconvénients, c'est que le chiffre est en rapport avec le produit de solubilité, et ceci n'est pas déterminé dans l'urine. Autre inconvénient, c'est que ça ne tient pas compte des composés qui ne sont pas mesurés et qui pourraient inhiber ou encourager la formation de calculs. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a différents logiciels pour évaluer ces fameux RSS. Et donc, on peut avoir des résultats divergents. Maintenant, si je prends un échantillon et si je place des cristaux de minéraux qui nous intéressent dedans, par exemple, si je mets des cristaux d'oxalate de calcium dans un échantillon d'urine, les cristaux vont essayer de collaborer avec les échantillons d'urine et si l'urine est saturée, les cristaux ne vont ni pousser ni se dissoudre. Si nous commençons avec un échantillon d'urine qui est sursaturé, quand on ajoute les cristaux, ça permet une précipitation et une nucléation de ces cristaux. Par exemple, d'oxalate de calcium sur les cristaux que nous avons ajoutés. Si l'urine est sursaturée, les cristaux purifiés que nous ajoutons vont se dissoudre dans la solution. La technique utilisée s'appelle l'APR ou rapport des produits d'activité. Vous recueillez un échantillon, vous mesurez plein de choses dedans, vous prenez une partie de cet échantillon et vous l'incubez avec des cristaux purifiés du minéral que vous recherchez, par exemple l'oxalate de calcium. Vous laissez l'échantillon et les cristaux purifiés atteindre un état d'équilibre et puis vous remesurez tout. Ce qu'on fait alors, c'est qu'on prend le produit d'activité, l'APR de calcium d'oxalate dans l'échantillon avant incubation et on le divise par l'APR après incubation. Donc c'est un rapport en fait des produits d'activité. Les avantages, c'est qu'on utilise le même échantillon d'urine pour les deux ensembles de données. Donc, ça incorpore les influences des inhibiteurs et des promoteurs non décelés qui pourraient être présents dans les urines. Ça n'est pas lié aux produits de solubilité, qui, dans la méthode RSS, est dérivé non pas de l'urine, mais d'une solution simple. C'est aussi un très bon moyen de mesurer la saturation urinaire. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile à faire. Il faut des cristaux purifiés, à peu près de la même taille et de la même consistance. Ça présume que l'incubation de 48 heures suffit pour que les cristaux soit augmentent, soit se dissolvent. Donc, ces deux techniques en général, certains des inhibiteurs mesurés comportent entre autres du citrate et du magnésium. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres composés qui inhibent
ou qui encouragent la formation de calculs. Nous ne les mesurons pas quand nous faisons ces techniques, mais le produit de l'APR en tient compte. Parce qu'on ajoute des cristaux purifiés et on regarde s'ils croisent ou s'ils se dissolvent. Comment se forment les calculs après tout ça? Il y a deux moyens. D'abord, si l'urine est sous-saturée en dessous du produit de solubilité, de nouveaux cristaux ne vont pas se développer. Et si des cristaux ou des calculs sont présents dans l'urine et que vous rabaissez le degré de saturation pour atteindre un état de sous-saturation, les cristaux et les calculs vont se dissoudre. C'est ça qui se passe lorsque vous faites un traitement médical de calcul de struvite. Vous, en fait, déclenchez un état de sous-saturation urinaire. Pour l'oxalate de calcium, par contre, vous voyez là, on est en général dans la zone métastale, c'est-à-dire au-dessus du niveau de sous-saturation. Mais une nouvelle formation de cristaux ne se fait pas. Pour que la formation de cristaux se fasse, il faut deux choses. Soit l'activité d'oxalate de calcium contenu a augmenté, donc il dépasse le produit de formation homogène et on a une formation de calcul spontané. Ça, c'est ce qui se passe avec les calculs de type duratamanium, mais pas l'oxalate de calcium. L'autre chose qui peut se passer, c'est que ce produit de formation, lorsque de nouveaux cristaux se forment sur d'autres cristaux ou d'autres corps étrangers, ou protéines ou cellules, si ce produit de formation est abaissé, il y aura une formation de calculs et de cristaux. Ou on peut aussi avoir une combinaison, une association de ces deux processus. En fait, nous avons fait des études sur des bichons qui sont très sujets au calcul d'oxalate de calcium. Certes, nous savons que ce ne sont pas des chats, mais comme ils ont particulièrement tendance à avoir de ces calculs, la façon de déterminer le produit de formation hétérogène est de déterminer la limite supérieure de la métastabilité. C'est la transition entre l'urine qui essaye de tout maintenir en solution à l'état où il va y avoir précipitation. Comment on fait ça? On ajoute en fait de plus en plus d'oxalate jusqu'à découvrir combien il faut d'oxalate pour entraîner une oxalate de calcium. Dans notre étude, en fait, chez les chiens qui sont sujets au calcul d'oxalate, ils en font un peu moins que chez les autres. En fait, leur limite supérieure de métastabilité est plus faible chez les chiens, sujets au calcul que chez les autres. La limite supérieure, on dit qu'elle est aux alentours de 14. On ne l'a pas fait chez les chats, mais chez les bichons qui font des calculs, par rapport à ceux qui n'en font pas. Leur RSS est plus faible chez ceux qui font des calculs. Et cette limite supérieure de métastabilité est plus faible chez les bichons qui font des calculs que ceux qui n'en font pas. On a une RSS